Bonjour et bienvenue à ces réflexions sociodynamiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous décrire le programme que nous allons suivre pour euh, voir comment réussir un projet par la mobilisation. Voilà, l'idée, c'est que ça fait 30 ans que je fais de la sociodynamique. Ça peut vous intéresser de savoir qu'est-ce que j'en ai retenu, et puis ça m'intéressera de savoir quels sont vos retours et vos propositions pour s'entraider sur ce sujet-là. Voilà, mon nom c'est Olivier Dermont. Je suis aujourd'hui gardener dans une association qui s'appelle World Garden of Brave People, qu'on trouve à worldgardenofbravepeople.org. Alors d'abord, pour comprendre un peu les choses, les gens généralement disent que il y a deux grands types de projets. Il y a des projets qui s'appellent les projets techniques. Alors, ces projets techniques, on comprend qu'ils sont plus ou moins techniques. Donc là, c'est zéro. Là, il n'y a pas de technique, pratiquement. On n'a pas trop bougé. Et là, par contre, c'est extrêmement technique. On peut aller sur la Lune, par exemple. Et puis, il y a un deuxième axe, c'est clair, c'est l'axe des acteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les projets politiques. Ah, c'est un projet politique. Ah, bah ça, c'est pas la même chose. Un projet politique, c'est un projet particulier qui n'a pas nécessairement quelque chose de très technique en lui. Alors, je vous propose de décrire ça en deux parties. Voilà. Ici, il y a les projets dits techniques. Voilà. Ici, il y a les projets dits politiques. Ici, bah, il n'y a pas de projet, puisqu'a priori, il n'y a ni enjeu technique ni enjeu politique. On va dire que ça, c'est la routine. On est dans le business as usual. Ici, on est dans les projets qu'on appelle de type 1. Typiquement, un projet type 1, c'est on veut aller sur la Lune. Kennedy lance l'affaire et dit les gars, il faut que, pour montrer aux Russes qu'on est les plus forts, il faut qu'on aille sur la Lune. Là, vous constaterez que vraiment, on ne savait pas ce que c'était qu'aller sur la Lune à l'époque. Donc, il y a un extrême enjeu technique. On ne peut pas dire que ce projet-là, tout était prévu. On peut dire qu'il était fortement technique et qu'il y avait un fort risque. Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait que c'était challenging. Par contre, en termes d'acteurs, on n'a pas entendu beaucoup d'acteurs, en dehors de risque bien entendu, qui soient contre ce projet. Après, il y a les projets de type 2. Alors, je vais vous donner un enjeu qu'on appelle fabrication des billets. Alors, pour bien faire comprendre ce que c'est, voilà, il s'agit d'une fabrique de billets et nous sommes à l'introduction de l'euro. Cette fabrication, c'est-à-dire imprimerie de billets, doit sortir beaucoup de nouveaux billets. Bah oui, tout à coup, c'est qu'il y a une espèce de bulle de productivité à sortir. La direction dit, bah, il y a une solution, c'est qu'on va créer une troisième équipe de nuit, qui ne va pas durer, qui ne va pas être éternelle, puisque un jour les euros seront imprimés et on sera redevenu dans la production habituelle. Par contre, là, pendant les 2 ans qui viennent, il va falloir qu'on tire un coup de bourre et qu'on recrée cette équipe de nuit. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas un projet technique? C'est parce qu'on était organisé en équipe de nuit. Dans cette fabrication des billets étatiques, effectivement, on avait négocié il y a 3 ans le fait qu'on supprimait l'équipe de nuit pour des raisons sociales, des raisons de production, d'embauche de personnel. Et donc là, la direction disait qu'il fallait revenir en arrière sur ce qu'on appelle un avantage acquis. Alors là, effectivement, là, on comprend que c'est un projet très difficile sur le plan politique, parce qu'évidemment, les tas de gens vous disent que non, c'est très simple, il suffit d'embaucher, il suffit de prendre de nouvelles machines, et donc il n'y a pas de problème, au contraire, ça va développer notre capacité à produire pour demain. On voit qu'il y a beaucoup d'opposants au projet, et qu'il y a peu de techniques. Et puis, il y a des projets qu'on appelle de type 3, c'est-à-dire des projets qui sont à la fois techniques et politiques. Je donne un exemple, c'est gestion de déchets nucléaires. Alors pourquoi c'est un enjeu technique? C'est parce qu'on ne sait pas gérer les déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Il y a des déchets nucléaires qui ont une durée de vie de plusieurs millions d'années. Comment fait-on pour gérer ces déchets de façon à ce qu'ils ne se répartissent pas dans l'environnement? Et puis deuxièmement, dès qu'on parle de déchets
et nucléaire, alors là, on a un maximum d'acteurs qui disent surtout pas, j'en veux pas, je suis contre le principe, ou je suis pas contre, je suis pour le principe, mais surtout pas chez moi, etc. Donc voilà, on a trois types d'enjeux de diversité. On comprend que ici, on est dans un monde où il y a des enjeux d'acteurs, ici, on est dans un monde où il y a des enjeux techniques. Et là, déjà, on commence les problèmes. Parce que, donc, un projet technique, ah, bah ça, on connaît. On est dans le monde, même s'il y a des risques, en réalité, on connaît. On est dans le monde de ce qu'on appelle la gestion de projet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on sait qu'on est en A et on va en B. On sait qu'il y a une équipe projet. On sait qu'il y a un chef de projet. D'ailleurs, il s'appelle comme ça, hein, chef de projet. Et ça ne gêne personne, au contraire, hein, même dans un monde où on n'aime pas les chefs. Surtout, il y a des experts. Bah oui, bien sûr. Et ces experts sont reconnus. Il y a généralement un budget. Et puis, on est des gens organisés, on a fait un planning, on a mis des délais. D'ailleurs, ces délais font que quand on est en retard, on n'est pas d'accord, qu'on change le chef de projet parce qu'il n'est pas bon, parce que on sait. Cette gestion de projet a connu un nombre d'avatars impressionnant. Quand j'étais jeune, j'ai appris plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un Gantt? Qu'est-ce que c'est qu'un PERT? Qu'est-ce que c'est que la gestion des contraintes? Qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a toute une littérature très mathématique souvent sur la gestion de projet. Et donc là, ce dont on parle, c'est de tâches. Ah ouais, il y a des tâches à faire. Il se trouve que ces tâches sont à réaliser par des acteurs, mais en gros, globalement, il faut faire la chose. Qui est la personne qui est la plus compétente pour la faire? Les projets techniques, les projets politiques, pardon, politiques, là, pour le coup, on ne sait pas, en gros. Aujourd'hui, c'est quoi le corps de méthode pour aller là? On ne sait pas trop où on veut aller, parce que ça dépend. On n'ose peut-être pas dire qu'on veut aller là, ou plutôt ça dépend des personnes. On n'a pas forcément une équipe projet, puis alors ce qui est sûr, c'est que si par hasard il y en a une, elle est très contestée, c'est pas la bonne, c'est pas les bons. Le point caractéristique de ces projets politiques, c'est que les experts ne sont pas reconnus. Il y a des experts dans les deux camps. La caractéristique, c'est qu'il y a surtout des opposants et que ça va coûter beaucoup plus cher que prévu et qu'il y a des grandes discussions qui vont se faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui sont spécialistes de projets, c'est-à-dire qui spécialistes de la gestion de projet, qui disent ah non mais attendez, les projets politiques, ça ne nous appartient pas. C'est à vous de gérer la politique. Nous, on sait gérer les projets, on vous les gère, donc gérer cet aspect politique. Ça a amené dans le temps une solution, puisqu'ils savaient comment organiser ça. Ça a amené une solution qui consistait à dire si vous voulez vraiment qu'on réussisse, on va créer quelque chose qu'on appelle le change. Donc, dans les projets, on a vu apparaître, donc il y avait l'équipe projet avec les différentes compétences qui étaient installées. Je crois il faut s'occuper de tuyauterie, d'électricité, de plomberie. Hein. Et puis, on va créer des gens qui auront comme métier de s'occuper des acteurs. Ce ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on commence par comprendre ça, et ensuite on va demander à un certain nombre de gens qui sont spécialisés dans en gros, l'information, il faut qu'on explique aux gens ce qui va se passer, quand est-ce que va arriver la machine. La formation, oui, bien sûr, il va falloir que les gens sachent comment il va falloir utiliser les nouveaux process. Et puis, bien sûr, la communication, c'est super, expliquer, mettre une ambiance de feu. Le problème qu'il y a avec ça, et c'est la raison pour laquelle j'étais très mal à l'aise quand j'étais plus jeune, c'est que on voit bien que le change, c'est quand même dans sa logique quelque chose qui est issu d'un monde simple dans lequel on a un projet avec une liste de tâches et qu'il va falloir vendre, voire pousser, voire imposer aux acteurs. Et pour ça, il y a des pauvres gens, et souvent, ce sont les gens les moins compétents, ce sont les plus jeunes, ce sont ceux qu'on va envoyer sur le terrain face à ceux qui ont des vrais problèmes.
qui vont devoir répondre et qui n'ont pas de solution, puisque bien entendu le projet n'est pas fait pour les gens, il est fait pour celui qui a lancé le projet. Alors, ça m'a toujours gêné parce que je comprends qu'il y a des choses qu'il faut imposer aux gens, mais le problème qu'il y a, c'est que ça donne des choses pas très intelligentes. Ce qu'on constate, c'est que le résultat des courses, c'est quand même quelque chose qui est un peu bête. On tombe souvent sur des énormes erreurs. Aujourd'hui, on dirait, c'est pas très écolo. Voilà, c'est pas très, on ne tire pas l'énergie des acteurs. C'est pour ça que j'ai une révélation, hein, ce qu'on appelle la révélation Jean-Christian Fauvet. Jean-Christian Fauvet était un consultant du cabinet dans lequel je travaillais à l'époque. Jean-Christian Fauvet, qui est un espèce de gourou pour les gens qui font de la sociodynamique, et qui a proposé une nouvelle vision des choses qu'on appelle la sociodynamique. Alors, la sociodynamique partait d'un principe totalement différent. La sociodynamique disait, non mais en fait, en réalité, il y a des acteurs, et un projet, ce que vous appelez un projet, en réalité, c'est de l'énergie d'acteurs. Donc, il n'y a pas de projet qui ne se fasse pas sans de l'énergie d'acteurs. Alors, ce que vous appelez un projet technique, eh ben, c'est énergie d'acteurs tournée vers un but. Vers un but. Évidemment. Et un projet, ce que vous appelez un projet technique, bah, c'est un projet dans lequel les acteurs convergent. Bah, bien sûr, comme ils sont convergents, ils sont tous d'accord, bah, vous vous dites que c'est technique. Et puis, ce que vous appelez un projet politique, ah bah, c'est qu'ils ne convergent pas. C'est-à-dire, en fait, ils divergent. Ah, bah oui, d'accord, mais en fait, c'est non-convergence. C'est ils divergent. Ah, bah d'accord. Et donc, comment vous faites? L'enjeu, ce n'est pas de construire un projet, de faire un PERT ou un Gantt. L'enjeu, c'est de faire converger les acteurs. Comment on fait converger les acteurs? Et Jean-Christian disait, bonne nouvelle, il y a une technique. Et cette technique, bah, ça s'appelle la sociodynamique. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, juste avant, vous allez dire, oui, pourquoi vous avez inventé ça, sociodynamique? Bah, parce que, voilà, vous avez un mot qui s'appelle la sociologie. La sociologie, c'est quelle est les logiques sociales qui s'installent. Ça, c'est de la science. Qui dit science dit que c'est neutre. On fait bien attention à être ni d'un côté ni de l'autre. On essaye de comprendre les grands enjeux, mais la sociodynamique, c'est le contraire. La sociodynamique, telle que l'exprimait Fauvet, c'est engagé. En fait, c'est une technique qui s'appuie sûrement sur des acquis de la science pour comprendre comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas contre la science, c'est que étant engagé, ça ne peut pas être scientifique, c'est technique, et on cherche un résultat. D'où le fait qu'il appelait ça dynamique et qu'il appelait ça la science de l'action. Je dois agir, quelle est la meilleure méthode pour agir? Alors, moi, ce que j'aime bien dans la sociodynamique, c'est deux choses. La première chose, c'est que effectivement, quand on est face à des gens qui ont des difficultés avec un projet, ou avec des acteurs du projet plutôt, quand on leur donne des outils de la sociodynamique, ça les libère. Tout à coup, ils comprennent ce qui se passe. C'est une modélisation qui simplifie les choses et qui leur permet d'agir et qui généralement vraiment leur donne un nouvel espoir, et parce qu'ils sont généralement dans une mauvaise situation.
Mais il n'y a pas que ça dans la sociodynamique. Ce qui est intéressant dans la sociodynamique, c'est que une organisation qui apprend la sociodynamique, je le considère comme une culture, devient plus intelligente, plus astucieuse. Elle trouve collectivement les solutions plus vite et les gens sont plus contents de vivre. Donc c'est ce double bénéfice, à la fois par rapport aux gens que ça libère et puis par rapport aux organisations que ça rend plus intelligents qui m'intéresse. Alors, quel parcours je vous propose? Donc le parcours est le suivant. C'est un parcours tout simple, puisque c'est un parcours qu'on va organiser en niveaux. On va l'organiser en 4 niveaux. Le niveau 1, c'est l'action de base. L'action, c'est ce qu'on appelle l'action. L'action en sociodynamique, elle est organisée autour de 4 idées, ce qu'on appelle la segmentation. À une époque, certains avaient appelé la sociodynamique du marketing social. La base du marketing, c'est la segmentation, c'est-à-dire l'organisation du marché en paquets homogènes de problèmes clients, de besoins clients. Donc, segmentation. Le deuxième thème, c'est ce qu'on va appeler le quadrillage du terrain. Qui sont ces acteurs dont on parle? Où sont-ils? Quels sont les acteurs que je dois mobiliser, ou que je vais mobiliser, ou que je peux mobiliser? Le troisième pilier de la chaise sociodynamique, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Oui, puisque l'avis des acteurs nous intéresse peu, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est leur action. On est dans l'action. Et qui dit action dit engagement dans l'action. On n'est pas en train de les forcer. Ils font l'action parce qu'ils en ont envie. Comment est-ce qu'on obtient l'engagement des acteurs? Comment est-ce qu'on comprend même l'engagement des acteurs? La plupart des gens avec qui j'ai travaillé ne comprenaient pas l'engagement des acteurs. Et enfin, il va falloir piloter cet engagement. Comment est-ce qu'on fait pour piloter l'engagement, sachant qu'on ne dirige pas l'envie, on ne dirige pas le plaisir. Donc comment fait-on pour piloter la convergence des acteurs vers le but que nous partageons? Ensuite, le niveau 2. Le niveau 2, c'est simple. Une fois qu'on a compris les déterminants de base de l'action, il va falloir maintenant faire de la stratégie. Là, on est en stratégie. Ici, il y a 3 grands principes de stratégie. Ce qu'on appelle la posture. C'est quoi avoir une posture? Et c'est quoi ces différentes postures que nous pouvons avoir? Ensuite, il y a l'ensemble des stratégies dites de rapport de force. C'est moi ou c'est toi. Donc, comment je fais pour que ce soit moi plutôt que toi? Donc, c'est les concepts de rapport de force. Et puis, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'extension, où l'enjeu, ce n'est pas d'avoir un adversaire, c'est véritablement d'aboutir à un projet. Voilà les deux bases de la sociodynamique. Ensuite, on passe à un niveau 3 qui est durée. Oui, maintenant, il s'agit, ok, on a compris, ça y est, on est lancé dans l'action, on a une stratégie d'extension. Comment fait-on pour durer? Là, ça ne dépend plus de nous, ça dépend de l'organisation qu'on aura mis en place. Comment fait-on pour aider cette organisation à être plus intelligente, plus astucieuse, à aller plus vite? Il y a 5 piliers qu'il faut développer, ce qu'on appelle le sens, comment donner plus de sens à l'organisation, ce qu'on appelle le rythme, comment faire pour que l'organisation apprenne plus vite, les rôles, comment on fait pour que les gens se répartissent les rôles sans s'entretuer, mais sans se marcher sur les pieds, sans faire de la chaleur, ce qu'on appelle la controverse, qui est la base du projet. On commence à comprendre que, en réalité, quand on s'engueule, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté et qu'on est en train de chercher les solutions. Comment est-ce qu'on rend cette controverse fertile? Et puis enfin, dernier pilier de la durée, c'est le fait que c'est fun. Donc ce qu'on appelle la reconnaissance, le fun. Comment on fait pour que notre projet
reste enthousiasmant pour les acteurs, le fun. Donc voilà les 5 déterminants de la durée dans un projet. Et puis enfin, le niveau 4, ça c'est pour s'il vous reste du temps, mais le niveau 4, c'est comment est-ce qu'on peut penser tout ça. Alors vous allez me dire, vous n'auriez peut-être pu penser avant. C'est pas ce que dit la sociodynamique. La sociodynamique dit arrêtez de penser. La pensée, ça ralentit. Ce qui compte, c'est l'action, la stratégie, durer, et ensuite on peut commencer à penser à ce qu'on a fait et à penser avec bonheur. Et c'est peut-être d'ailleurs inutile. Mais enfin, si c'est inutile, je vais vous proposer les 4 domaines que j'ai appris avec le temps, personnellement. Ce qu'on appelle les 7 niveaux d'intelligence. L'intelligence est un concept très très puissant qui est aujourd'hui ignoré de la majeure partie des gens, des acteurs. Ce qu'on appelle le juste milieu, qui est directement issu du concept d'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire le juste milieu? La complexity reduction, qui est un concept qui est directement issu des neurosciences, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être simple, si vous préférez. Qu'est-ce que ça veut dire la simplicité, alors qu'il n'y a rien de simple dans le monde est une complexité absolue. Comment fait l'être humain, et pas seulement l'être humain, l'escargot, pareil, pour s'adapter au monde dans lequel il est, faire fonctionner son intelligence, il va faire ce qu'on appelle la complexity reduction. Comment se fait cette complexity reduction? Et enfin, le dernier point, c'est ce qui caractérise mon organisation, c'est sa maturité organisationnelle, c'est-à-dire sa compétence à être intelligente, organisationnelle. Comment est-ce que je peux l'aider à la développer? Voilà les thèmes que je vous propose de traiter dans les vidéos qui viennent. J'espère qu'elles vous seront utiles et une fois de plus, j'attends de vous que vous me fassiez des retours et que petit à petit on fasse progresser la chose tous ensemble. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur cette chaîne.